Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux blancs. Dans la cuisine, chaque objet était à sa place, comme si rien n'avait changé. Et pourtant, le silence régnait, lourd, tranchant, presque solennel. Claire était assise à la table, les yeux fixés sur une tasse de thé devenue tiède. On n'entendait que l'horloge murale marquer les secondes, implacable. Elle avait passé la nuit éveillée, le cœur serré, rejoint la scène encore et encore, les billets pour Bali, la gravure sur le bracelet, la voix de Julien lâchant son jugement avec une froideur qui l'avait transpercée. Puis, le claquement sec de la porte. Tout avait chaviré. Les enfants dormaient encore. Elle avait pris soin de ne pas pleurer devant eux. Une force étrange palpitait en elle, une clarté glacée presque douloureuse. Ce matin-là, Claire n'était plus la femme effacée qui s'excusait pour exister. Elle était en suspens. Une parenthèse avant la décision. Une toile blanche avant le trait irréversible. Elle se leva lentement, ouvrit un placard qu'elle n'avait pas touché depuis des années, et en sortit un carton ancien. Ses vieux carnets de croquis, quelques lettres jamais envoyées, des dessins de rêves oubliés. Elle les posa sur la table, une à une, comme on commence une prière. Puis, elle entendit le plancher craquer à l'étage. Sa fille, la petite voix de la nuit. Claire inspira profondément. Elle allait affronter. Elle allait reconstruire. Mais pas comme avant. Autrement. Pour elle. Pour eux. Pour elle-même. Le calme de la maison n'était pas vide. Il annonçait ce qui vient. La tempête avait un nom. Et maintenant, elle était prête. La cafetière émettait son ronron habituel tandis que Claire, assise dans la lumière dorée du matin, repassait mentalement le cours de sa vie. Elle observait ses mains posées sur la table, des mains qui avaient bercé, cuisiné, nettoyé, consolé. Des mains qui avaient dessiné autrefois, avant que le silence des responsabilités n'étouffe doucement les couleurs de ses rêves. Elle se souvenait des nuits blanches à coudre les costumes du spectacle scolaire, des anniversaires qu'elle avait orchestrés avec minutie, des dîners d'affaires improvisés à la maison, où elle jouait les hôtesses affables, pendant que Julien récoltait les lauriers. Elle se rappelait les expositions manquées, les toiles jamais commencées, les lettres d'admission à une école de design laissées dans un tiroir, rangées pour plus tard. Julien n'avait jamais dit merci. Il s'asseyait en bout de table, serviette au cou, persuadé que tout lui était dû. Les enfants ne voyaient pas autrement. Leur univers tournait grâce à cette constance invisible. Claire se demandait si le monde finissait toujours par prendre pour acquise la personne qui ne demandait rien en retour. Ce matin-là, un détail anodin bouleversa cette lente tristesse. Son fils, en partant à l'école, oublia son cahier de poésie. Claire l'ouvrit, par réflexe de mère. Une phrase, soulignée au crayon, arrêta sa lecture, le cours, n'est pas dans les mots, mais dans l'ombre de ceux qui veillent, elle resta figée. Claire comprit que ses sacrifices avaient construit un royaume que d'autres traversaient sans le voir. Mais désormais, elle n'attendrait plus qu'on la remarque. Elle allait se reconstruire, non pas en dépit de ses années, mais grâce à elle. Le soleil traversait doucement les voilages blancs du salon. Claire, seule, préparait la maison pour le dîner. En cherchant des serviettes dans le meuble bas du séjour, son regard s'arrêta sur une boîte en cuir qu'elle n'avait jamais vue. Elle la sortit, la posa sur la table, hésita une seconde. Une vague d'angoisse l'envahit. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, 2 billets d'avion pour Bali. Départ en juin. Son cœur ralentit. Ce n'était pas leur projet. À côté, un bracelet en argent fin, gravé en lettres délicates. À la femme de ma vie. Elle referma la boîte d'un geste sec, mais le vacarme en elle ne se tut pas. Sa respiration s'accéléra tandis qu'elle se redressait, comme si elle venait de tomber de très haut. Pendant 2 longues minutes, elle resta là, figée, les doigts tremblants. Julien rentra peu après. Claire l'attendait, droite, le coffret sur la table. Sans hausser la voix, elle lui montra les billets, puis le bracelet. Il pâlit légèrement. Puis, contre toute attente, il explosa. Devant les enfants, il hurla. « Je t'ai supporté assez longtemps. Tu es fade, sans ambition. Moi, j'ai besoin de vivre. » Un silence foudroyant s'abattit dans la pièce. « Elle m'attend dans la voiture, » dit-il enfin, en ramassant la valise posée dans l'entrée. Et sans un regard en arrière, il sortit. Claire resta là, tenant dans sa main le bracelet, fine lame froide d'un monde qui venait de s'écrouler. Derrière elle, un sanglot déchira le silence. Sa fille. À cet instant, quelque chose changea en Claire. Une douleur ancienne céda la place à une décision silencieuse. Elle ne s'effacerait plus. Claire dépose les billets sur la table. Ses mains tremblent à peine, mais son regard est fixe, presque calme. Une sérénité étrange la traverse.
Julien entre, l'air agacé, comme si rentrer chez lui relevait de la corvée. Tu vas quelque part? Demande-t-elle, posant doucement le bracelet sur les billets. Il jette un coup d'œil, et son masque vacille. Claire le voit, cette seconde de panique pure. Puis, le mépris revient. Il hausse les épaules, blasé. J'en ai assez. Tu veux savoir? Très bien. Élodie et moi partons pour Bali. Oui, Élodie. Tu vois? Je vis. Je respire. Avec elle. Et soudain, sa voix explose. Je t'ai supporté assez longtemps. Tu es fade, Claire. Sans ambition, sans éclat. Tu n'es rien d'autre qu'une habitude. Les mots fendent l'air comme des gifles. Derrière eux, la porte du couloir grince. Leur fille aînée fixe son père, les yeux grands ouverts. Elle serre le poignet de son petit frère qui ne comprend pas. Claire ouvre la bouche. Mais rien ne sort. Le silence est plus assourdissant que les cris. Julien hâté trappe sa valise. Dehors, une voiture attend. Elle m'attend. Adieu. Puis il sort, sans se retourner. Claire reste là, au milieu du salon. Le tic-tac de l'horloge lui tranche le temps. Sa fille s'approche, les larmes aux joues. C'est parce que t'es ennuyeuse qu'il est parti? Et dans ce moment suspendu, le cœur de Claire se fend. Pas à cause de Julien. À cause de cette phrase. De cette croyance. C'est ce jour-là que quelque chose naît. Non pas la colère. Pas encore. Mais une promesse silencieuse. Tu vas voir ce que « fade » veut dire. Et le silence régnait dans le salon, oppressant, presque vivant. Les rideaux, parfaitement tirés, laissaient passer une lumière pâle qui dessinait des ombres froides sur le parquet. Le verre en cristal, cadeau du mariage, gisait en morceaux, comme sa vie la minute d'avant. Claire, immobile au centre de la pièce, fixait l'espace désormais vide près de la porte. Là où Julien s'était tenu, valise à la main, regard dur, voix tranchante. Chaque mot prononcé résonnait encore. Tu es fade, sans ambition. Comme une lame polie à force d'indifférence. Claire baissa lentement les yeux vers la peluche abandonnée au sol, celle que leur plus jeune fils avait laissée tomber en courant derrière son père. L'épave, ce n'était pas la maison. C'était elle. Brisée, plantée au milieu de ses propres ruines émotionnelles. Mais dans cet éclat de fragilité surgissait une brûlure nouvelle, une colère calme, étrangère. Une volonté ancienne, longtemps étouffée. Elle traversa mécaniquement la pièce, marcha sur les débris du vase sans tressaillir. Ses pas la menèrent vers le vieux fauteuil gris, celui où elle dessinait, avant que la vie domestique ne vienne tout occuper. Elle s'y assit, le cœur lourd mais l'esprit enfin lucide. Sous le canapé, elle tira une boîte en carton poussiéreuse. À l'intérieur, des carnets. Des feuilles remplies d'esquisses, de motifs de toute une vie qu'elle avait presque oubliée. Elle caressa une page puis referma doucement le couvercle. Dehors, un merle chantait sans se soucier des drames humains. Claire inspira, profondément. Les larmes viendraient plus tard. Pour l'instant, elle tenait quelque chose de précieux entre ses mains. Le tout début. Claire fixa le mur face à elle, incapable de bouger. Le silence après la tempête hurlait plus fort que les mots de Julien. Dans le reflet encore tremblant sur la vitre du salon, elle voyait ses enfants recroquevillés sur le canapé, les joues mouillées. Les mots de sa fille aînée tournaient en boucle. C'est parce que tu n'es pas assez. Assez quoi? Joueuse, brillante, jolie, assez vivante pour rester aimée? Elle eut l'impression qu'on l'avait giflée. Pas une gifle physique, non. Une secousse interne, invisible, mais violente. Son cœur, longtemps comprimé, sembla craquer dans sa cage. Comme si tous les renoncements des 18 dernières années remontaient, un à un, pour lui demander des comptes. Où était-elle passée, cette fille qui rêvait de créer, de bâtir un nom à elle seule, d'aller plus loin que les frontières d'un salon bien rangé? Claire inspira lentement. Elle sentait encore l'odeur du parfum de Julien, trop présent, trop neuf. Elle s'avança vers l'armoire du couloir, ouvrit une boîte en carton qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. Des carnets de dessin, usés mais vivants. Des croquis de papier peint, des motifs floraux, des notes griffonnées entre deux siestes d'enfants. Elle referma la boîte, la main tint contre sa poitrine, puis se redressa. Elle pensa à ses enfants, à leur regard brisé. Elle n'était pas fade. Elle n'était pas finie. Ce jour-là, sans voix, sans cri, Claire fit un serment. Elle allait reprendre sa vie. Pas pour se venger. Pas seulement, mais pour redevenir visible. Pour se montrer, enfin, à elle-même. Il pleuvait dehors, mais Claire n'en voyait rien. Assise au sol dans le grenier, couverte de poussière et de silence, elle venait de retrouver, au fond d'un vieux carton, ce qu'elle pensait avoir laissé derrière elle, ses carnets.
Des dizaines de cahiers, reliés de ficelles ou couverts de motifs qu'elle avait dessinés autrefois dans une autre vie. L'encre avait pâli, mais les lignes restaient nettes. À l'intérieur, des esquisses de papier peint, des croquis de motifs floraux, des éclats d'idées griffonnés à la hâte entre 2 repas, 2 insomnies. C'était son monde, enfoui sous 18 ans d'effacement. Claire serra contre elle l'un des carnets, comme on enlace un souvenir précieux. Ses doigts tremblaient, mais son regard se clarifiait. Chaque page qu'elle feuilletait réveillait une partie d'elle qu'elle croyait morte. Non, elle n'était pas fade. Elle avait juste renoncé trop longtemps. Elle sortit une boîte de feutre fané, un tube de gouache séché. Rien ne fonctionnait vraiment, mais l'essentiel était là. L'élan. Elle descendit au salon en tenant le carnet ouvert. Elle posa du papier sur la table, ouvrit une fenêtre, laissa l'air tiède de l'orage entrer. Puis elle recommença à dessiner. Sans rature, sans peur. Cette nuit-là, pendant que ses enfants dormaient paisiblement, Claire ne dormit pas. Elle couvrit des pages. Elle se parla à voix basse. Elle sourit. Son cœur battait fort, mais d'une force nouvelle, calme et puissante. Chaque ligne tracée n'était plus un simple trait. C'était une promesse. Une promesse d'elle à elle-même. Celle de ne plus jamais s'effacer. Claire s'éveille tôt ce matin-là, dans une maison vide de son ancien bruit, mais emplie d'une nouvelle présence, la sienne. Pour la première fois depuis longtemps, elle entend ses propres pensées avant les autres voix. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'elles effleurent une pile de ses vieux carnets, déformés par le temps et les regrets. Elle en ouvre un, feuillette. Au milieu des croquis froissés apparaît une idée, une fleur en train d'éclore sous la pluie. Elle place sa tasse de café sur la table, attrape ses pinceaux, hésite une seconde. Puis commence à peindre. Le silence. Devient berceuse. À travers chaque coup de pinceau, elle respire un peu plus fort. Elle réalise que créer, c'est se retrouver, se reconstituer, se reconquérir. L'après-midi, elle installe une boutique en ligne, pensant n'y vendre que quelques pièces. Pourtant, une influenceuse locale tombe sous le charme de ses motifs, les partage, et soudain, Claire reçoit une avalanche de commandes. Elle travaille tard, éclairée par une simple lampe de bureau, le cœur alourdi mais battant. Ses enfants dorment paisiblement, un dessin collé sur la porte de son atelier. Maman, la plus forte du monde. Elle l'effleure du bout des doigts et sourit. Sa première vente l'émeut aux larmes. Non pas pour l'argent, mais parce que cela prouve qu'elle existe, qu'elle compte. Ce n'était qu'un papier peint. Mais c'était aussi une partie d'elle, partagée avec le monde. Ce soir-là, sous une pluie fine, Claire sort dans le jardin, allume une bougie, et murmure « Je suis de retour ». La femme silencieuse d'autrefois s'est effacée. Une force douce, indomptable, est née sous ses gestes. Claire hésite un instant devant la porte vitrée du cabinet. Elle remet en place une mèche de cheveux, inspire profondément. De l'autre côté, le marbre blanc, les affiches d'art contemporain et le cliquetis de talons hauts. Anne Valin, silhouette élancée dans un tailleur noir parfaitement ajusté, s'avance vers elle avec ce sourire franc qu'elle n'a jamais oublié. Ses chaussures rouges écarlates claquent sur le sol comme une déclaration de guerre. Claire, tu n'as pas changé, tu sais? Juste, plus forte. Les deux femmes s'embrassent rapidement. Passée l'émotion, Claire sort lentement les enveloppes qu'elle garde dans son sac depuis une semaine. Photos, relevés de compte, emails imprimés. Anne les feuillette sans mot dire, ses yeux perçants analysant chaque pièce. Il a été négligé. Et Cupide, murmure-t-elle. Claire hoche la tête. Depuis qu'elle a appris l'existence du compte au Luxembourg, une détermination glacée l'habite. Elle ne veut pas le détruire pour se venger. Elle veut la vérité mise à nu. Avec méthode. Avec élégance. Tu sais que ça va être long. Sale parfois. Surtout s'il a cru que tu ne te défendrais pas. Il pense que je ne suis que la femme qui range les chaussettes. Anne esquisse un sourire féroce. Il m'a oublié, moi aussi. On va lui rappeler qui nous sommes. Elle s'enfonce dans le cabinet, dossier à la main. 2 femmes. 2 histoires. Mais un même objectif, reconstruire sans trembler. Et dans l'éclat rouge de ces talons-là, on entend déjà le début de la fin d'un homme trop sûr de lui. Claire tapait doucement sur le clavier, les yeux rivés à l'écran de l'ordinateur, le cœur battant. Le détective privé, un homme discret et précis qu'elle avait trouvé grâce à un forum juridique, lui avait envoyé un dossier codé. Quand elle parvint enfin à l'ouvrir, elle resta un moment figée. Un relevé bancaire, libellé en allemand, dont le bénéficiaire était Julien Monceau, via une société écran au Luxembourg. L'air glacé de la matinée filtrait par la fenêtre entr'ouverte, mais Claire eut soudain chaud. Des montants faramineux sous ses yeux.
Il ne s'agissait pas d'un simple compte d'épargne. C'était une trahison doublée d'un mensonge, longuement prémédité. Tandis qu'elle préparait les petits plats du soir, pliant le linge ou remplissant les cahiers de classe, Julien construisait une échappatoire dorée. Sans elle. Elle imprima chaque page, les glissa dans une pochette transparente, puis s'assit face au miroir de sa chambre. Son reflet lui renvoya une image différente de celle qu'elle connaissait, plus affirmée, presque étrangère à elle-même. Cela aussi faisait partie du processus. Le lendemain, elle rejoignit Anne dans un café discret du Vieux-Lyon. Son ancienne amie de lycée, désormais redoutée au tribunal, feuilleta les documents à la vitesse d'une chimiste manipulant de l'explosif. « On a de quoi le faire trembler », murmura Anne, un sourire fin aux lèvres. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle observait la ville qui s'éveillait, les passants pressés, leur vie simple. Elle aussi voulait cette simplicité, mais pour l'atteindre, elle devait d'abord passer par la tempête. Alors, calmement, elle sortit son carnet de croquis. La première page se couvrit de motifs, et de mots. Le carnet était poussiéreux, mais les croquis à l'intérieur, eux, vibraient encore de vie. Claire le tenait entre ses mains, assise à la lumière tamisée de la cuisine, tandis que la maisonnée dormait. Ses dessins de papier peint, motifs végétaux et arabesques audacieuses, semblaient la regarder en silence, patientant depuis des années, oubliée mais intacte. Son cœur battait vite, comme si chaque page tournée la ramenait à elle-même. Le lendemain, elle ressortit ses pinceaux. Les premiers traits étaient hésitants, mais très vite, sa main retrouva l'évidence du geste, celle que seuls les souvenirs les plus profondément ancrés peuvent offrir. Sa table de salle à manger se transforma en atelier. Entre les pots d'encre et les feuilles épaisses, se dessinait quelque chose de plus grand, une renaissance discrète, encore timide mais ancrée dans une détermination farouche. Sur les recommandations d'Anne, elle créa une boutique Etsy. Un soir, une influenceuse locale, rencontrée par hasard chez le libraire, lui acheta 3 rouleaux de son motif, fougère d'automne. 3 jours plus tard, elle en parlait sur Instagram. Les commandes affluèrent. Claire n'en revenait pas. Chaque vente allumait une étincelle oubliée en elle. Ce n'était pas seulement des papiers peints. C'était son monde qu'elle offrait, couche après couche, nuance après nuance. Dans ses créations, elle glissait des fragments de ce qu'elle avait été et de ce qu'elle devenait. Les enfants la regardaient maintenant autrement. Il y avait de la curiosité dans leurs yeux. Et bientôt, de la fierté. Claire n'était plus une silhouette en arrière-plan. Elle, eux devenaient une couleur, une forme, un trait affirmé que plus rien ne pourrait effacer. Élodie arrondit doucement les angles de son showroom, jetant un dernier regard satisfait à l'immense miroir rococo suspendu au mur. Le nom Élodie intérieur brillait sur la vitrine, gravé en lettres élégantes. Elle se donnait des airs de souveraine, saluée par le succès. À ses côtés, Julien, fraîchement déménagé et avec 2 chemises froissées, et beaucoup trop de certitude, commençait à se lasser des détails de plaintes et de rubans de satin qu'elle lui imposait. Mais dans les coulisses, les fondations s'effritaient. Le courrier recommandé avait tout changé. D'abord, une assignation, Claire entamait une procédure de divorce avec demande compensatoire précise, sourcée, implacable. Julien avait blêmi. Puis les premières nouvelles dans les journaux, avocat en vue mêlé à une affaire de compte caché. Le téléphone sonnait moins. Les futurs clients, plus rares. Les regards, plus froids. Élodie, qui goûtait autrefois le parfum du pouvoir à travers les compliments feutrés de ses clientes et les dîners en haut des tours vitrées, sentait le vide se tisser. Elle observait Julien dépérir, son téléphone plein d'appels ignorés, se plaindre des lynchages publics, et de cette femme trop intelligente pour son propre bien. La veille de l'ouverture de la boutique de Claire, Élodie passa devant la vitrine en travaux. On installait un papier peint sublime, des arabesques en or, tissées autour de figures féminines dressées sous la pluie. Le motif s'appelait « Trahison ». Elle sentit une fissure. Le lendemain, quelques clientes annulèrent leur commande. Une influenceuse retira sa collaboration prévue. Subtilement, lentement, Élodie découvrait qu'elle n'avait construit qu'un château, magnifique de l'extérieur. Mais tout en sable peint, et le claquement sec de la boîte aux lettres résonna dans la maison silencieuse. Claire descendit l'escalier, attirée par l'intuition. Elle ramassa l'enveloppe blanche, au papier épais, où le nom de Julien trônait d'une écriture froide et précise. L'assignation. Elle la déposa sur la table de la cuisine, puis, lentement, elle se servit un verre d'eau. L'éclat du liquide refléta le calme apparent sur son visage, mais ses mains tremblaient à peine. C'était le début de la fin. Elle imaginait Julien, confiant dans ses certitudes, tenant la main d'Élodie, tous deux se croyant à l'abri dans leur monde de luxe et d'illusion.
L'assignation était la première fissure dans leur rêve volé. Le masque allait se fissurer, lentement, méthodiquement. Le lendemain matin, elle reçut un appel. Julien. Sa voix sonnait rauque, agitée, teintée d'un étonnement paniqué. Il balbutiait, tentait de reprendre le contrôle, d'imposer son ton autoritaire. Claire resta d'un calme olympien. Ce n'est que la vérité, dit-elle simplement. Tu voulais partir. Je t'offre la route, avec les conséquences. Pendant que Julien goûtait aux premières morsures de peur concrètes, Élodie passait ses journées à repousser les fournisseurs, irrités par les clients qui annulaient soudain leurs commandes. Un murmure avait commencé à courir dans les cercles de la décoration. Tu sais, c'est la maîtresse de l'avocat dans le scandale du moment. Claire, elle, avançait. Chaque détail de l'assignation avait été pensé avec Anne. Rien ne relevait de la vengeance impulsive. C'était de la précision chirurgicale. Elle n'était plus figée dans le rôle de l'épouse fidèle. Elle était une actrice à part entière dans le théâtre d'un démantèlement. Et le rideau venait à peine de se lever. Les bancs en bois du tribunal grincent sous la tension. Claire s'avance, droite, impeccable. Un tailleur crème qui tranche avec les souvenirs fanés d'une épouse dévouée. Son regard est calme, mais dans ses yeux, une étincelle. Derrière elle, son avocat, Anne, murmure « Tu es prête ?» Claire hoche la tête. Plus qu'un procès, une libération. Julien, lui, entre en salle avec assurance, Élodie à son bras. Son costume sombre contraste avec l'air inquiet qui traverse fugitivement son visage. La salle est curieuse, les journalistes discrets mais présents. Ils savent, c'est une affaire qui va faire parler. Le juge ouvre la séance. Claire se lève et parle. D'abord doucement, posément. Puis plus fort. Elle décrit les absences, les silences, les mensonges. Et enfin, elle remet les preuves relevées de comptes, échanges compromettants, photos. Le souffle collectif de la salle semble suspendu. Julien tente de répliquer, mais chaque mot le trahit. Lorsqu'Élodie passe à la barre, ses réponses hésitantes finissent de briser leur façade. Verdict. Claire obtient la garde exclusive, la maison, un gel des comptes frauduleux, et un respect renouvelé dans le regard de ses enfants, présents dans la salle. Le nom Monceau, autrefois synonyme de prestige, est désormais lié à une trahison publique. En sortant, Claire respire profondément. Le ciel est clair, comme lavé de mois de tourmente. Anne lui serre la main. « Tu viens de tourner une page. » Claire répond en souriant. « Non, je viens d'en écrire une nouvelle. » Puis elle s'éloigne, sereine, alors que Julien reste là, immobile, encore incapable de comprendre comment il a tout perdu. Et le lundi matin, sous un ciel pâle, la façade impeccable du tribunal de Lyon est assiégée par une nuée de journalistes. Caméra dressée, micro tendu. Madame Monceau, un commentaire sur l'affaire ? Claire passe, droite comme une statue de marbre, coiffée avec soin, son regard déterminé tranchant dans la foule. La presse locale s'est saisie du dossier. Non seulement parce que Julien Monceau est un avocat médiatisé, mais surtout parce que l'histoire qu'on raconte murmure tous les drames modernes. Trahison, double vie, fortune dissimulée. Et cette femme que personne n'attendait. Dans les rédactions, les titres fusent. Astérisque, l'épouse modèle riposte. Astérisque, le vernis craque sur les Monceaux. Astérisque, ou encore astérisque, infidélité et finances troubles. Le coup, le parfait s'effondre, astérisque. Les blogs féminins s'enflamment. Enfin une femme qui se relève sans frapper, mais avec panache. Sur les réseaux sociaux, le visage de Claire devient symbole, pas celui de la victime silencieuse, mais celui d'un réveil. Julien, lui, se terre. Une interview improvisée dans son cabinet tourne au désastre. Il bafouille, transpire, incapable de justifier les transferts d'argent vers l'étranger. La rumeur enfle, radiée temporairement, citée dans une enquête fiscale. Et pendant ce temps, Claire, elle, reste silencieuse. Elle prépare l'ouverture de sa boutique. Chaque message de soutien reçu la construit un peu plus. Les flashs ne l'aveuglent pas, elle avance, page après page, vers sa renaissance. Dans son journal, une phrase. Astérisque, ils m'ont ignoré comme une ombre. Aujourd'hui, ils ne peuvent détourner les yeux. Astérisque dans le silence retrouvé de sa maison désormais allégée d'illusions, Claire déposa ses mains sur le bois brut de la table de la cuisine. Le soleil traversait la verrière, dessinant des éclats dorés sur ses carnets oubliés. Elle souffla sur la poussière, effleurant les pages couvertes de dessins anciens, arabesques, feuillages stylisés, motifs oniriques. C'était ce qu'elle aimait autrefois, avant de s'effacer. Elle passa une nuit entière à dessiner. Comme si chaque fleur,
Chaque ligne déposée sur le papier recousait une partie de son âme. Le matin venu, elle créa une boutique Etsy, sous un nom simple mais puissant, Claire Renoir. Un clin d'œil discret à l'artiste qu'elle avait étouffé trop longtemps. Les débuts furent modestes, mais une influenceuse locale, séduite par la délicatesse de ses motifs, partagea l'un de ses papiers peints dans une story. En quelques jours, les commandes explosèrent. Claire devait répondre jusqu'à tard dans la nuit, entre 2 emails à son avocate et un repas partagé avec ses enfants. Elle n'était plus celle qui attendait d'être vue. Elle devenait celle qu'on recherchait. Et surtout, elle souriait à nouveau. Anne l'appelait désormais la nouvelle sensation du design français. Claire riait, incrédule, en regardant les photos de ses créations chez des architectes d'intérieur. Elle avait repris le contrôle de sa vie non par vengeance seulement, mais par renaissance. Ses enfants la regardaient différemment, fiers. Le regard de sa fille, quand elle vit le nom Renoir brodé sur une étiquette, fut inoubliable. Claire comprit alors que créer, c'était guérir. Que chaque motif était une victoire discrète mais retentissante. Elle n'était plus une épouse trahie. Elle était, à nouveau, une femme entière. La lumière du matin danse sur la vitrine de la nouvelle boutique de Claire, installée en plein centre-ville, entre une galerie minimaliste et un atelier de couture réputé. Le quartier respire l'élégance. À travers la baie vitrée, on aperçoit les murs baignés de lumière pastel, habillés de rouleaux suspendus comme des œuvres d'art. En plein centre, trahison, un motif de paix. À pieds peints audacieux, mêlant ronces dorées et fleurs fanées, entrelacées d'ombres qui évoquent des silhouettes familières. Une œuvre sublime et percutante. Les premiers visiteurs affluent, séduits. Certains reconnaissent dans le motif l'écho lointain de la tourmente passée de Claire. Beaucoup y voient un symbole fort, la beauté née des blessures, comme une cicatrice sublimée. Claire, vêtue d'une robe ivoire fluide, les accueille avec grâce. Son regard est paisible, mais chaque sourire qu'elle offre est une victoire. À quelques mètres de là, dans le même immeuble, le showroom d'Élodie peine à faire venir la clientèle. Les clients annulent ou changent de rendez-vous à la dernière minute. La presse locale a été bienveillante envers Claire, soulignant son courage, sa finesse artistique et son esprit d'entreprise. Des rumeurs circulent sur les similitudes entre trahison et le décor du showroom voisin. Élodie feint l'indifférence, mais son regard s'attarde longuement sur l'affiche de la boutique en face. Claire tient dans sa main une clé, celle de son avenir, forgée dans le feu de la douleur mais polie par la résilience. Et ce jour-là, dans l'air parfumé de peinture fraîche, elle comprend. Elle a transformé la trahison en trophée, le passé en tableau, et le silence en voix. Une voix que plus jamais on n'effacera point, et le miroir ne mentait plus. Élodie, perchée sur ses talons trop fins dans la lumière crue de son showroom, observait l'espace silencieux. Les fleurs fanées sur le comptoir lui faisaient l'effet d'un mauvais présage. Depuis l'ouverture de l'atelier élégance, les clientes se faisaient rares. Et maintenant, l'article dans le Progrès, Claire Monceau, l'art de renaître, trônait en une, avec en photo, la devanture immaculée de la boutique voisine. Julien, lui, tournait en rond dans l'appartement impersonnel qu'ils avaient loué. Ses appels restaient sans réponse. Ses anciens associés avaient mis de la distance, prétextant la prudence. Le téléphone, autrefois source de sollicitations, n'annonçait plus que convocation et rappel judiciaire. Dans l'ombre discrète de ses ressentiments, Claire ne célébrait rien bruyamment. Elle notait simplement les commandes qui affluaient, les collaborations qu'on lui proposait. Elle préparait l'inauguration de sa collection, Résilience, et écrivait, chaque soir, dans le carnet qu'elle avait ressorti du grenier. Ce même carnet qui, jadis, contenait des croquis de rêves oubliés. Aujourd'hui, il parlait d'avenir. Élodie, de plus en plus agacée par le cynisme blessé de Julien, commençait à remettre en question ses choix. L'argent ne coulait plus aussi facilement. Les regards dans le quartier avaient changé. Elle qui croyait avoir conquis un monde, était devenue une note de bas de page. Car l'imposture, lentement, se délite. Le vernis craque là où il n'y a pas de substance. Et dans les rues pavées du centre-ville, là où 2 vitrines se font face, une vérité silencieuse s'impose. Certains chats, aux 2 cartes ne tombent pas d'un coup. Ils se consument, centimètre par centimètre. Le soleil embrasait les toits de la ville, projetant des reflets dorés sur les terrasses. Claire, vêtue d'une robe fluide couleur ivoire, attendait sur la terrasse d'un restaurant perché au-dessus de la Saône. Ses cheveux, relevés en un chignon simple, dansaient légèrement dans la brise chaude du soir. Anne arriva avec son éternelle élégance naturelle, un sourire malicieux aux lèvres.
Les deux femmes échangèrent un regard complice chargé de souvenirs, de batailles partagées et d'une profonde reconnaissance. Tu vois, Claire, tout ce que tu as traversé, tu le portes aujourd'hui comme une couronne. Claire sourit doucement, posant sa main sur sa coupe de Sancerre. Son regard se perdit un instant dans les teintes carmin du ciel. Je croyais que mon histoire s'arrêtait à ce qu'il décidait de moi. Anne. Je me réveille enfin. Je ne cherche plus à être aimée malgré moi, mais parce que j'existe vraiment. Elles trinquèrent. Un serveur discret apporta des assiettes risotto au mori, filets de dorade à la citronnelle, et une lumière nouvelle s'installait doucement, filtrée par les tilleuls. Dans la rue en contrebas, une femme passa avec un tote bag signé de la boutique de Claire. Elle l'aperçut, leva le regard, puis esquissa un geste discret, comme une salutation silencieuse. Claire lui rendit son sourire. Les enfants étaient chez leurs grands-parents, la boutique avait clôturé une semaine record, et son cœur était calme. Lorsque le dessert arriva, une tarte abricot romarin, Claire laissa échapper un éclat de rire, léger, presque enfantin. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus besoin de réparer quoi que ce soit. Elle était, simplement, et cela suffisait. Elle appuie tambourinait doucement sur les vitres de la boutique, tandis que Claire arrangeait les derniers rouleaux de papier peint sur les étagères dorées. Chaque motif racontait une histoire, chaque couleur portait la résonance d'un silence ancien transformé en éclat. Autrefois effacée, elle se tenait maintenant debout dans la lumière. Quelques clientes, élégantes et curieuses, admiraient les créations exposées. L'une s'arrêta devant le panneau central. Un motif riche, intrigant, en teintes d'encre et de carmin. En bas, un nom discret, trahison. Claire s'approcha silencieusement, son sourire contenu, mystérieux. Elle n'était plus la femme que l'on regardait à peine dans les fins de repas de famille. Elle n'était plus la silhouette passive derrière les vitres d'une maison bourgeoise. Elle était devenue une force tranquille, une présence qui ne s'excusait plus d'exister. La semaine précédente, elle avait reçu une carte de sa fille aînée. « Maman, tu es la plus courageuse. » Elle l'avait gardée contre son cœur, comme un talisman. Dans un coin de la boutique, une journaliste locale l'interrogeait pour un article sur les femmes entrepreneurs. Claire parlait posément, avec des mots clairs, choisis, portés par une voix assurée qu'elle avait dû réapprendre. Elle n'attendait plus qu'on la voie. Elle avait appris à se montrer elle-même. Et lorsqu'elle croisa par hasard le regard de Julien, de l'autre côté de la vitrine, perdu, plus petit qu'avant, elle n'éprouva ni haine ni regret. Juste la profonde satisfaction d'exister enfin pour ce qu'elle était, une femme debout, libre, inoubliable.